Merci Alain pour ton invitation et chers amis, bonsoir à cette soirée consacrée à Bitcoin et Paymium. Donc Paymium, pour en dire un mot, effectivement, c'est aussi me présenter parce que ça fait 15 ans j'ai créé cette boîte pour faciliter l'accès à Bitcoin, donc acheter et vendre des Bitcoins, c'est la première étape. On connaît vraiment Bitcoin qu'une fois qu'on l'a utilisé, qu'on a fait une première transaction, donc ça suppose d'en acheter parce qu'il y a des gens qui sont mineurs, mais c'est quand même pas la majorité. Donc c'était dès le début la vocation de Paymium de faciliter l'accès à cette nouvelle technologie qui fait l'objet, comme vous le savez, de beaucoup de controverses. Hein, elle est controversée parce qu'elle est évidemment éminemment disruptive. Effectivement, c'est la fin d'une forme de monopole monétaire, puisque pour la première fois, la technologie permet de faire tourner un système monétaire sans banque centrale. Donc ça, évidemment, ça a perturbé pas mal de gens. Et du coup, depuis 15 ans, je suis confronté à effectivement un flot de désinformation que j'essaye de réinformer. Et donc, c'est aussi l'objet de ces soirées, de ces événements, d'essayer de vous passer un message un peu différent que celui qu'on entend notamment sur le service public de l'audiovisuel. Donc, pour ce qui est donc Bitcoin, c'est une porte de sortie du système verrouillé par les banques centrales, et c'est pour ça que notamment Christine Lagarde veut fermer la porte de sortie, hein, ou la sortie de secours, quoi, comme on veut le voir. Et nous, on est là pour qu'elle reste ouverte, que les gens y accèdent facilement. C'est ça fondamentalement la vocation de Paymium. Alors, on est sur Bitcoin parce que c'est la première technologie, parce que c'est la plus dangereuse. C'est pour ça qu'elle est visée, ciblée vraiment par les banques centrales. C'est la plus dangereuse pour le monopole, parce que c'est quelque chose de très décentralisé, Bitcoin. C'est pour ça qu'on recommande l'investissement dans Bitcoin en général avant d'autres crypto-monnaies, parce qu'elles sont moins décentralisées, ne serait-ce que par le fait qu'il y a des équipes de promoteurs derrière ces autres crypto-monnaies. Et c'est l'indicateur qu'elles sont moins décentralisées, puisque s'il y a une équipe derrière, ça veut dire que cette équipe peut être visée par un régulateur, par un État, pour changer ses règles ou cesser d'opérer, etc. Donc Bitcoin est à l'abri de ce genre de pression, parce que justement, personne ne sait dire qui est derrière Bitcoin, et pour une raison simple, c'est que c'est partout, dans tous les pays aujourd'hui. Nouveau patron de la Fed, si vous avez suivi l'actualité récente, qui remplace M. Powell, remplacé par Trump. Il a nommé un nouveau directeur de la Banque centrale américaine. Donc il a reconnu, ce qui était incroyable pour un gouverneur de banque centrale, donc il a reconnu que Bitcoin c'était une technologie d'avenir et que c'était quelque chose d'intéressant, quelque chose qui est encore impensable en Europe. Donc petit avance aux États-Unis sur ce sujet. Donc c'est de facto un étalon monétaire de Bitcoin aujourd'hui, même si c'est encore petit par rapport à l'or. L'or a perdu ce statut, Bitcoin est en train de le gagner, mais Bitcoin reste petit par rapport à l'or. Ça n'empêche qu'il y a des points communs, donc notamment par rapport à l'énergie. On dit souvent que Bitcoin utilise l'énergie comme étalon de valeur. C'était le cas de l'or aussi, puisque une pièce d'or, comme vous le savez, c'est aussi une preuve d'énergie. L'énergie qu'il a fallu pour la créer, extraire l'or et créer la pièce, etc. Donc tout ça sont des sujets assez qui peuvent paraître compliqués, mais qui sont tous liés. Hein, la notion de réserve de valeur, la notion de moyen de paiement, la notion de monnaie. Et c'est ce qui fait aussi de Bitcoin son intérêt en tant qu'investissement. Juste pour rappel, donc sa valeur a été multipliée par 200 depuis 10 ans, hein, depuis 2016. Elle a été multipliée, que je ne dise pas de bêtises, par 2 depuis 2021, donc ça fait quand même 15% par an, hein, sur 5 ans, sur une date plus récente. Donc ça reste un investissement un peu hors norme par rapport à d'autres. Et on peut dire que c'est un investissement qui récompense le risque, la prise de risque. Donc on ne va pas dire que ce n'est pas risqué, mais comme disent les spécialistes de l'investissement, le risque détermine non pas si vous devez y aller ou pas y aller, le risque détermine combien vous devez mettre sur cet actif. Donc c'est une nuance très importante à comprendre. Donc tout ça, on va essayer d'en parler de manière la plus simple possible. On a 2 temps à cette conférence. Donc un premier temps, c'est plutôt comprendre
donc pour agir. Et donc la deuxième partie, ce sera comment je passe à l'action, comment j'agis, et notamment comment donc je peux investir de la meilleure façon. Donc, je ne veux pas prendre trop de temps parce que je sais que le programme de la soirée est assez chargé. Et je vais donc tout de suite passer la parole à la première table ronde. Voilà, première table ronde, donc c'est un nouvel actif patrimonial pour les holdings, sécurité, souveraineté, gouvernance et cadre réglementaire. Donc là, il fallait forcément qu'Alexandre soit parmi nous, un avocat, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il en pense, l'homme du droit? Merci pour l'invitation. Donc, je suis Alexandre Lorumi. J'ai créé un cabinet d'avocats il y a 8 ans maintenant, qui a la particularité d'être dédié à l'accompagnement de projets et d'investisseurs dans le secteur des cryptoactifs. Et tu te fais payer en cash ou en crypto? Du coup, il n'y a plus de cash, donc ça permet de continuer à... Non, bien sûr qu'on se fait payer en crypto, d'ailleurs, pour la petite anecdote, parce que c'est totalement légal. Et on accompagne les clients à mettre en place des systèmes pour pouvoir encaisser des cryptos dans des conditions assez particulières. Mais du coup, on fait de l'accompagnement en matière de réglementation bancaire et financière, puisqu'on le verra peut-être, mais c'est un secteur qui n'est pas dérégulé. Pendant longtemps, ça a eu une image de Far West total, ce qui était le cas. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On accompagne également, évidemment, les clients en matière fiscale, puisque la fiscalité, c'est un des premiers sujets qui a été abordé par les autorités quand il s'agit de parler de cryptoactifs. Dès 2014, l'administration fiscale a bien pris le soin de préciser que les gains sur Bitcoin étaient imposables, donc c'était très tôt. Franchement, c'est une des administrations fiscales les plus précoces sur le sujet. Donc on accompagne les investisseurs justement à comprendre leurs obligations, que ce soit des investisseurs particuliers ou des entreprises. Dans les entreprises, on a essentiellement des sociétés natives du secteur, qui ont des projets dans le secteur, qui sont des courtiers, qui vont être des plateformes d'échange, qui vont avoir des projets un peu plus techniques en matière de finances décentralisées. Mais on a aussi quelques clients qui nous consultent pour du placement de trésorerie. Quelques clients parce que on se rend compte que ça présente quelques enjeux, mais des enjeux qui restent assez simples et qui peuvent souvent être gérés avec le cabinet d'expertise comptable. Alors, ta vision des choses, vous avez chacun 6 minutes, elle a déjà bouffé 2, il te reste 4 minutes. Alors, ma vision des choses sur... en général, cette problématique, comment tu vois les choses? Le placement de trésorerie, en fait, moi, je vais avoir la vision du fiscaliste. Pour le côté financier, technique, je pense que Pierre sera beaucoup mieux placé, Grégory aussi. Fabrice aussi. Moi, je ne conseille pas mes clients d'investir. En fait, mes clients ont investi. Généralement, s'ils viennent me voir, je suis fiscaliste, c'est que c'était plutôt un bon investissement. Ma vision des choses, c'est qu'aujourd'hui, pendant longtemps, on a créé le cabinet il y a 8 ans, pendant longtemps, le côté réglementaire, le côté un peu obscur de l'actif, les risques en termes de qualification juridique, en termes de compréhension des obligations fiscales, en termes de compréhension des obligations comptables. Les cabinets d'expertise comptable étaient souvent très réticents à appuyer en fait, les dirigeants sur ces sujets. Pendant longtemps, ça a été un vrai frein pour les entreprises. Aujourd'hui, on voit que c'est totalement différent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là, je pense aussi, c'est que les conditions réglementaires, fiscales et comptables permettent aujourd'hui à une entreprise de se permettre ce type d'investissement qui va être un peu plus à risque, avec un peu plus de rendement espéré forcément, puisque l'autorité des normes comptables a créé des comptes dédiés dans le plan comptable général. Fabrice en parlera mieux que moi, mais on a eu beaucoup de précisions assez détaillées et sur des opérations assez complexes en matière comptable. Donc maintenant, on sait à peu près tout comptabiliser, même s'il y a quelques difficultés. Réglementairement parlant, on a une licence qui va être délivrée par les autorités financières, l'AMF en France, avec un système de passeport européen. Donc on a une réglementation harmonisée au niveau de l'Union européenne qui permet en fait aux investisseurs d'avoir un certain niveau d'assurance sur la fiabilité de l'intermédiaire qui va leur permettre de faire ces placements. Et fiscalement, on a une administration fiscale qui a peu communiqué dans le détail, mais suffisamment pour que ça soit clair, surtout en matière de fiscalité des entreprises, où on a eu des rescrits sur la TVA pour cadrer les choses. Donc aujourd'hui, ma vision, c'est que sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, on a eu
un changement du paysage qui est radical et qui permet de nous retrouver aujourd'hui face à des dirigeants, à 70% de dirigeants de TI, pour parler de la possibilité d'investir en Bitcoin. Merci Alexandre. Fabrice, donc toi tu es expert comptable, c'est ça? Tu as ton propre cabinet que tu as créé il y a combien de temps? En 2014. 2014, mais c'est pas un peu perturbant quand on est expert comptable avec un esprit cartésien de parler de crypto? Alors oui et non, parce que j'ai deux facettes. Alors, Ah. en fait, je m'y suis intéressé très tôt en 2015, ce qui peut paraître vieux pour certains qui étaient dans le monde de la crypto-monnaie, parce que je m'intéressais à comment le comptabiliser. Parce que j'ai des clients qui étaient vraiment précurseurs, j'ai eu des mineurs de crypto-monnaie, donc des boîtes dont c'était l'activité, et la question c'est comment on comptabilisait. Et là c'était un petit peu hyper nébuleux au niveau de la comptabilité, parce qu'on n'avait aucun texte. Donc on naviguait en plein brouillard. Il n'y avait pas du tout la réglementation qu'on connaît au niveau bancaire, au niveau restriction, au niveau européen, donc avec un cadre quand même strict, c'était beaucoup plus souple. On avait beaucoup plus de startups dans l'écosystème. Maintenant, on a durci les règles, et ce qui fait qu'on a une partie de l'écosystème qui a disparu ou qui va disparaître. Donc en tant que commissaire aux comptes, parce que j'ai deux casquettes, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Je pense que vous en côtoyez certains dans vos vies professionnelles. Donc en tant qu'expert comptable, comment je le comptabilise, et en tant que commissaire aux comptes, comment je le contrôle. Parce qu'on a vu des opérations un petit peu complexes. Alors, je suis désolé, je vais faire juste 30 secondes de technique. Mais quand vous faites des augmentations de capital avec incorporation de compte courant d'associés, dont le compte courant d'associés est issu d'apports de crypto-monnaie, à l'époque où il y avait zéro texte fiscaux et comptables, c'est complexe. Donc on l'a vu maintenant, ça s'est un peu professionnalisé. On a des boîtes maintenant sérieuses qui proposent d'investir en crypto-monnaie, et on le retrouve dans des montages financiers classiques, donc de placement de trésorerie pour apporter un petit peu de rentabilité. Donc on va dire ça c'est du classique. La problématique c'est quand on sort hors du cadre, parce que là c'est ce qu'on appelle on-chain. Dès que vous allez ce qu'on appelle directement sur la blockchain, pour certains qui sont un peu plus techniques, là c'est complexe. On a encore des opérations où l'ANC dont je fais partie à codifier certaines informations, mais là je vais mettre un petit peu sur un piédestal les informaticiens et les fiscalistes. C'est qu'on a toujours un train de retard, c'est que vous avez une innovation technologique. Les fiscalistes, très tôt, pour différentes raisons, se posent la question de comment c'est fiscalisé, et après arrivent les comptables. Donc on a toujours une petite zone d'incertitude entre le moment où la technologie arrive, la fiscalité, où les fiscalistes ont tranché certaines choses, mais après il reste une certaine zone d'ombre, notamment quand on est en entreprise, puisque la fiscalité suit en général la comptabilité et parfois adopte ses propres règles. Donc on a toujours une liaison avant entre la comptabilité, la fiscalité et l'informatique. Donc c'est ça qui est un petit peu complexe. Le sujet que je vois, moi je vois toujours des risques, d'accord? C'est un petit peu ma déformation de commissaire aux comptes. Là, par exemple, un risque qui est passé sous le radar, c'est les donations. Typiquement, dans vos holdings, vous achetez de la crypto-monnaie, vous la mettez sur un dispositif sécurisé qui s'appelle un ledger, d'accord? Si vous perdez la phrase qui permet de déverrouiller, de régénérer l'accès au wallet, vous perdez vos fonds. Sauf qu'au niveau de l'administration fiscale, dire j'ai perdu mes mots, j'ai perdu mes fonds, ça passera pas. Enfin, vous pouvez essayer, certains ont dû essayer, mais je ne pense pas que ça a dû donner. En tant que commissaire aux comptes, ça ne passe pas pour moi. Donc on a ces problématiques-là, c'est-à-dire de sécurisation, c'est-à-dire que ça apporte une nouvelle zone de risque. Mais là où c'est fabuleux, je reviens aux fondamentaux, c'était pourquoi je m'y suis intéressé au départ. C'est que quand on commence à creuser derrière Bitcoin, vous le voyez comme un actif peut-être financier, comme un placement de trésorerie. Pour ceux qui étaient là au tout début, ça vous intéresse. Il faut s'intéresser à la création monétaire. Donc juste une parenthèse, je pense que la majorité de votre patrimoine est en euros, votre résidence principale est en euros, votre assurance vie est probablement investie en fonds euros ou en unité de compte euros, et votre compte bancaire ou votre compte courant est en euros. Donc en fait, vous êtes surexposé à un actif qui s'appelle l'euro, dont la création monétaire dépend de quelques hommes qui s'appellent les gouverneurs de banque centrale qui décident d'émettre sans vous demander des euros qui de fait déprécient vos actifs. Quand on s'intéresse à Bitcoin et la création monétaire, en fait, ça permet de prendre du recul par rapport à ces questions de souveraineté et de création monétaire. Voilà ce que je peux dire. Bon, c'est bien tes propos. L'optimisme n'est pas forcément de rigueur, mais c'est très bien. C'est très clair en tout cas. C'est ce qu'on appelle la prudence comptable. Absolument. Grégory, donc toi, tu as été journaliste, c'est ça? C'est ça. Je suis l'un des tout premiers journalistes en France à avoir traité le sujet, en tout cas être devenu spécialisé là-dessus, et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup. C'était quand la première fois? Tu as commencé quand? Je m'y suis mis en 2017 exactement, donc pendant la première grande bulle que le grand public a découvert. J'étais à Capital à l'époque.
le magazine. C'était intéressant parce que tous mes collègues à l'époque me voyaient un peu comme un fou. C'était pas du tout pris au sérieux. Là aujourd'hui, il y a plus personne qui prend le sujet à la rigolade, hein, et ça montre que il s'est passé quand même beaucoup de temps. Depuis, j'ai fondé The Big Well, qui est une plateforme d'intelligence qui s'adresse aux entreprises crypto, mais surtout aux entreprises de la finance traditionnelle qui cherchent à comprendre comment fonctionne cet écosystème. Donc on fournit beaucoup de recherches, on organise des événements notamment, et nous avons à peu près une centaine de grandes entreprises TradFi qui sont abonnées chez nous. Aujourd'hui, on a signé Morgan Stanley, donc on est très fiers qu'ils nous choisissent pour s'informer sur les actifs numériques. Et justement, Morgan Stanley, c'est intéressant parce qu'ils vont lancer un ETF Bitcoin bientôt. Donc, vous avez certainement entendu parler de BlackRock. Ouais. Bientôt, Amundi, hein, qui va lancer son ETF Bitcoin. Il y a aussi Morgan Stanley. En fait, tout le monde est en train de s'y mettre. Ça devient assez commun d'investir dans Bitcoin. Alors, il y a plein de façons d'investir dans Bitcoin. On pourra peut-être aller un peu plus loin là-dedans. On peut passer par Premium, bien sûr, et mais c'est indispensable, c'est Bien sûr. incontournable. et les détenir en propre. Grégory, voyons. Et les détenir en propre. Après, moi, je suis journaliste, hein, je suis neutre, hein, donc je parle. Ouais. Ça, c'est un autre sujet de conférence. Je parle de toutes les possibilités. Il y a aussi, on en parlait un peu, les ETF, hein, pour ceux qui sont pas à l'aise de détenir eux-mêmes leur Bitcoin. Mais si on veut vivre l'expérience de la façon la plus totale, bien sûr qu'il faut les détenir soi-même. Juste rapidement, pour moi, la prochaine étape, bien sûr, vous allez voir de plus en plus de grandes entreprises en placer en trésorerie, lancer des produits dessus, et pas forcément que sur Bitcoin. Il y a aussi une grande variété d'actifs. Mais la prochaine étape, pour moi, c'est vraiment au niveau des États. Il y en a certains qui ont déjà commencé à accumuler. Vous avez certainement entendu parler du Salvador, qui en accumulent depuis 2021. Ils en achètent à peu près toutes les 2 semaines. Pour l'instant, leur portefeuille se porte bien. Je crois qu'ils sont en plus-value de plus de 50%. Et en fait, ça illustre l'intérêt de l'investissement DCA, donc c'est-à-dire Dollar Cost Average, c'est-à-dire d'investir en fait une somme raisonnable à intervalles réguliers pour lisser la volatilité. Moi, c'est ce que je peux conseiller de faire. Donc en fait, cet été-là fait plutôt bien les choses. On a entendu parler il y a récemment que la Banque centrale de République tchèque commençait à acheter du Bitcoin pour mener des expériences, mais ils achètent aussi des stablecoins. Les États-Unis ont constitué une réserve nationale de Bitcoin. C'est surtout, en fait, ils ne vont pas vendre les saisies criminelles. On aimerait qu'en France, on se pose un peu plus la question, notamment parce qu'en France, on a du potentiel énorme pour miner du Bitcoin. Et EDF fait face à des surplus énergétiques relativement importants. On pourrait les utiliser pour ne pas gâcher cette énergie en minant du Bitcoin, et pourquoi pas combler la dette d'EDF, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, pour moi, la nouvelle frontière, c'est ça. Je ne vais pas tenir le micro trop rapidement, mais par rapport au monde qui est en train de se dessiner devant nos yeux, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, en Russie, en Chine, pour moi, l'instabilité, elle est vraiment devant nous. Je pense qu'il faut investir en conséquence. Bitcoin, ce n'est pas le seul actif, hein, qui permet de se protéger par rapport à l'instabilité sur le long terme. Il y a l'or, hein, bien sûr, mais l'or, la plupart des gens investissent dedans par ETF. Les ETF, ils sont souvent aux États-Unis. S'il se passe un problème avec les États-Unis, qu'est-ce qui va se passer pour vos avoirs? Bitcoin, c'est la particularité de pouvoir être détenu vraiment en propre chez vous. Personne ne peut y toucher si vous avez une bonne hygiène numérique. Donc c'est quelque chose, je pense, à considérer, en tout cas pour diversifier votre patrimoine. L'hygiène numérique, c'est beau ça. C'est important alors qu'il y a énormément de piratage de partout. Je conseille à tout le monde d'avoir une très très bonne hygiène numérique. Il faut faire les choses proprement. Pierre, ouais, exactement. Pierre, avant d'accueillir la deuxième conférence, après vous aurez toutes les questions sur les 6 conférenciers. Peut-être un petit commentaire sur les 3 premières interventions. Alors, c'était très intéressant, et j'ajouterais juste sur les pays qui accumulent, tu en as cité quelques-uns, mais tu me confirmeras que le Bhoutan aussi, qui est un petit pays. Alors pourquoi les petits pays d'ailleurs? C'est parce que c'est plus facile de décider quand on est le sultan. Il y a un bon dictateur, ça décide plus vite. Voilà, c'est un
consultant, donc il décide et il le fait. C'est ce qu'on peut aussi observer dans les entreprises. Quand le CEO décide, c'est plus facile que quand il y a tout un board à bouger. Il y a la Suisse aussi, à travers son investissement dans stratégie. Alors justement, c'est moi qui l'ai révélé. Non, mais j'étais étonné que tu n'en parles pas. Parce que la Suisse, ça évoque tout de suite l'aversion au risque, etc. Donc je trouve ça intéressant de le citer aussi. Je vais un peu temporiser sur la Suisse. En plus, j'en reviens. On a organisé un événement la semaine dernière là-bas. Si vous voulez, la Banque centrale suisse, elle investit dans à peu près tout. C'est pas comme la Banque centrale européenne, française, qui investit surtout dans des devises et dans l'or. La Banque suisse, elle investit dans les actions, dans toutes les plus grandes entreprises du monde. Mais et ils ont toujours investi dans MicroStrategy, qui est l'entreprise au monde la plus exposée au Bitcoin. C'est à peu près pour 50 milliards de dollars aujourd'hui. Mais brutalement, ils ont augmenté énormément leur exposition à MicroStrategy. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout lié au fait que MicroStrategy soit rentré dans le SP500 ou dans le Nasdaq. Ils l'ont fait volontairement. Et ça, c'est quelque chose qui a intéressé énormément de gens. Après, on n'est pas sur des montants stratosphériques. On est autour de 2 milliards de dollars. Mais quand on sait qu'ils ont augmenté leur portefeuille de, je ne sais pas, à peu près 80% en l'espace de 2 ans, ça montre qu'ils y croient. Et juste pour finir, pourquoi investir dans MicroStrategy et pourquoi pas directement dans Bitcoin ? Quand on est une banque centrale, on n'a pas trop envie de faire du bruit. Et en fait, investir de façon détournée dans MicroStrategy, c'est une façon en fait de tester un peu le produit, si je puis me permettre, de commencer à l'appréhender avant peut-être d'investir directement dedans. Je pense que les banques centrales s'y mettront. Et en tout cas, la Suisse est, je pense, assez bien placée pour ça. L'écosystème suisse est extrêmement intéressant. Ils ont moins de pudeur de gazelle, je dirais, que par chez nous. Oui. Bon, merci. On peut applaudir l'équipe type. Il y a les remplaçants qui vont arriver. Là, merci à tous les trois, en tout cas. Deuxième thématique, agir, stratégie d'investissement. Comment une holding patrimoniale peut-elle s'exposer intelligemment ? Édouard, un mot peut-être. D'abord, tu es directeur général de One Experience, qui est une boîte formidable. Certains disent que c'est Châteauforme en mieux. Qu'est-ce que tu en penses ? Effectivement, c'était l'idée de départ, mais comme d'habitude, on n'arrive pas là où on avait commencé. Ouais. Donc One Experience, c'est une société que j'ai fondée en 2017. C'est une société qui est cotée en bourse, dans laquelle il y a 3 filiales. La première filiale, c'est une filiale avec des lieux événementiels qu'on exploite. Donc il y a une péniche à Paris, des chalets à la montagne qu'on exploite par le biais de séminaires d'entreprise. Il y a une deuxième filiale qui est de l'hôtellerie. Donc on a des hôtels murs et fonds. Et la troisième filiale, c'est là où on va comprendre le lien avec la conférence de ce soir. Quand j'ai voulu la créer en 2021, c'était par le prisme du co-living. Et donc c'est une filiale pour le coup qui n'achète pas les murs. Et donc j'ai réuni un club deal issu d'entrepreneurs de la tech en 2021. Et l'originalité du projet, c'est qu'on leur reverse la rentabilité de l'immeuble en Bitcoin sur un wallet. On a laissé un peu ce projet en stand-by, pas par manque de conviction, mais parce qu'il méritait d'être plus réfléchi et plus scalable. Et comme on est une société cotée, je me dois d'avoir une transparence, en plus de transparence sur nos comptes, mais une transparence également sur nos actions. Et sur nos actions, je veux dire sur les projets qu'on a faits. Et donc, juste avant l'été, j'ai fait un peu un bilan de cette opération. Et grâce à, évidemment, l'augmentation de Bitcoin sur le long terme, les investisseurs ont pu témoigner qu'ils ont fait plus de 6 fois la rentabilité qu'ils auraient fait si ça avait été de l'euro, parce qu'ils n'ont pas touché à leur wallet depuis ce temps-là. Ça a fait un petit buzz boursier. L'action est partie et a fait x10. Depuis, elle est un peu rebaissée. Mais ça a réveillé vraiment la musique qui restait en moi, qui était qu'il fallait vraiment trouver une solution pour réconcilier le monde de la blockchain et l'immobilier. Donc j'ai décidé à ce moment-là de lancer la société dans une stratégie de Bitcoin Treasury Company, mais pas au sens de pure player, dont on va sûrement entendre parler ce soir. L'idée, c'est de garder notre solution core business, continuer à se développer dans l'immobilier, mais également acheter Bitcoin. Et donc les actionnaires aujourd'hui du groupe One Experience, ils sont exposés à 2 leviers. Le premier qui est peut-être le plus sûr et le plus résilient qui soit, et
préféré peut-être des Français, il me semble, qui est la pierre, et le deuxième à Bitcoin, parce que je fais partie, en tout cas, des personnes qui pensent que sur le long terme, Bitcoin ne peut que augmenter dans la mesure où c'est un actif qui a une offre qui est limitée à 21 millions et il y a une demande qui ne cesse de croître, on l'a vu juste avant. Et si jamais le futur me donnait tort, les actionnaires du groupe One Experience auraient toujours des parts sociales d'une société qui détient de l'immobilier. Ouais, donc le backup, c'est l'immobilier, quoi. Oui, c'est Ouais. ça. En fait, aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'actionnaire du groupe One Experience, il est exposé au levier de l'immobilier, puisque l'immobilier, on l'a acheté avec de la dette, donc il est exposé au levier de l'immobilier et également à Bitcoin. Parce que finalement, en fait, ces deux classes d'actifs, ils ont beaucoup de points communs. Ce sont des actifs qui sont à regarder sur le long terme, c'est des actifs qui sont patrimoniaux, et c'est des actifs qui sont un bon rempart contre l'inflation. Bon, et toi, à titre personnel, t'as un petit portefeuille sympa ou pas? Alors moi, je ne suis pas du tout expert et beaucoup moins expert que Ouais, ceux donc qu'on t'es a. là pour apprendre aussi, quoi. Je suis aussi Ouais. là pour apprendre. Moi, je fais partie de ceux qui sommes persuadés que Bitcoin va augmenter, mais je suis beaucoup moins expert que certains sur la question. Thierry, donc toi, tu es le directeur commercial. Donc c'est grâce à toi que Pierre vit bien. Voilà. Il faut toujours un bon directeur commercial. C'est quoi ta réflexion sur cette problématique et rebondir un peu sur les propos d'Edouard? En fait, on a abordé pas mal de sujets, celui d'Edouard à l'instant et le contexte plus global dans la table précédente. Je pense qu'il faut un peu rentrer, sans rentrer dans le vif du sujet, en tout cas dans le cœur de l'actif, hein, puisque c'est de ça dont on parle, parce qu'on parle de trésorerie, on parle donc ce soir plutôt de holding patrimonial, puisque comme vous l'avez compris, on parle d'un actif qui est plutôt sur le long terme que sur le court terme, donc c'est plutôt propice à le mettre dans une holding patrimoniale. La question qui se pose en fait, c'est pourquoi cette nouvelle classe d'actifs, hein, dont on parle de plus en plus. Alors comme il a été dit, hein, dans certains pays comme aux États-Unis, c'est un peu plus avancé au niveau de la clientèle institutionnelle. En France, on y va un petit peu à reculons, mais on y va quand même. Il y a une grande banque française qui propose un service sur le Bitcoin depuis quelques temps, donc on voit que ça avance. Et donc la question qui peut se poser, c'est pourquoi c'est un actif sur lequel il est intéressant d'investir. En fait, il y a deux raisons à ça, deux raisons qui sont fondamentales quand on fait de l'investissement. La première, c'est que c'est un actif qui est diversifié. Il y a plein d'études, hein, de grandes banques, en particulier de Deutsche Bank, qui montrent que cet actif en fait, n'est corrélé sur le long terme à aucun autre actif financier. Donc il apporte de la diversification, hein, dans une allocation d'actifs. Et l'autre point qui est crucial, je dirais, c'est la performance. Alors ça a déjà été évoqué à la fois par Pierre en introduction et à l'instant par Edouard. Une performance qui est remarquable, hein, qui est exceptionnelle même, puisque si vous prenez les 10 dernières années, hein, entre 2016 et 2025, c'est en moyenne 70%, plus 70% par an. Donc une performance qui est très impressionnante. Alors vous allez me dire, oui, ça c'est bien, c'est le passé, mais quid de l'avenir? Est-ce que ça va continuer sur ce rythme-là? Et en fait, contrairement peut-être à ce que vous avez pu lire ici ou là, on parle souvent de, oui, vous pensez quoi de la valorisation? Est-ce qu'il faut rentrer maintenant? Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? Il faut, je pense, surtout comprendre d'où vient cette valorisation du Bitcoin, hein, dont je rappelle qu'il s'agit d'un réseau de paiement. Pierre, en introduction, parlait d'un système monétaire. Donc, ça a été créé comme un système monétaire, hein, qui repose sur la confiance mathématique et non pas sur l'être humain par rapport à certains travers qui ont été évoqués précédemment. Donc, c'est un système monétaire, mais c'est aussi un réseau de paiement, une réserve de valeur. C'est un réseau qui se développe sur Internet. Et il y a un des cofondateurs d'une des solutions qui permet d'exploiter ce réseau Internet, qui s'appelle Robert Metcalfe, qui est un informaticien américain qui a eu l'équivalent du prix Nobel il y a 2 ans. Et cette personne, donc, qui est cofondateur de Ethernet, a sorti une loi en 1980, qui porte son nom d'ailleurs, la loi de Metcalfe, et qui dit que sur Internet, sur un réseau qu'on dit distribué, hein, parce que comme vous l'avez compris, il n'y a pas d'autorité centrale, hein, sur le Bitcoin, personne le gère, c'est un réseau qui est distribué dans le monde entier. Et bien sûr, ce type de réseau distribué, la valorisation de ce réseau, puisque c'est ça dont on parle, hein, le Bitcoin, il résulte de la fonction qu'il apporte dans ce réseau, et bien cette valorisation est liée à son adoption. Donc plus il y a d'utilisateurs de ce réseau, plus il se valorise.
Et il ne se valorise pas de n'importe quelle manière, en fait, il se valorise de manière quadratique. En fait, ce qu'il dit dans son énoncé de la loi, c'est que la valeur de ce réseau est proportionnelle au carré du nombre d'utilisateurs. Donc ça veut dire que plus il y a d'utilisateurs, plus la valorisation augmente, et plus elle augmente de manière quadratique, donc de manière non linéaire, c'est-à-dire de manière accélérée. Donc une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose, c'est de savoir quel sera demain le nombre des utilisateurs de ce réseau. Puisque comme vous l'avez compris, cette loi nous dit que plus il y aura d'utilisateurs, plus ça va se valoriser. Si demain il n'y a plus d'utilisateurs, ça va se dévaloriser. Et donc il faut essayer de faire des conjectures sur les utilisateurs de ce réseau. Aujourd'hui, dans le monde, c'est à peu près 500 millions d'utilisateurs. Et ce réseau, comme vous l'avez compris, il a été créé en 2009. On a à peu près 15 ans de track record, comme on dit en finance, hein, de passé, où on voit l'évolution du nombre d'utilisateurs. L'évolution du nombre d'utilisateurs depuis 15 ans, ça suit une courbe qui se rapproche, peut-être calquée, sur la courbe des 15 premières années d'Internet. Sachant qu'Internet, c'est beaucoup plus ancien que le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est 2009 et Internet, ça a été créé dans les années 90. Donc, on a beaucoup plus de visibilité, d'historique sur Internet. Et donc, si les 15 premières années épousent cette adoption entre Internet et le Bitcoin, eh bien, on peut prendre comme hypothèse que sur les prochaines années, on va continuer cette tendance. Cette tendance donc, qui s'est continuée depuis plus de 30 ans maintenant, puisque Internet existe depuis plus de 30 ans. Et si on fait ces projections, si on prend comme hypothèse, qui est une hypothèse forte, je l'accorde, mais qui en tout cas s'est observée depuis 15 ans, que l'adoption continue sur le même rythme qu'on a observé les 15 premières années, eh bien, on arrive à faire, grâce à cette loi de Metcalfe, des projections de valorisation du Bitcoin. Donc, comme vous le savez sans doute, le Bitcoin est un actif qui est très volatile, hein, pour plein de raisons, on pourra y revenir, mais ça c'est sur le court terme. Mais sur le long terme, c'est un actif, par exemple, sur 3 ans, n'a jamais baissé. Si vous le détenez au moins 3 ans, depuis sa création, il n'a jamais perdu. Donc si on fait des projections sur le long terme, au regard de ce que j'ai expliqué précédemment, de cette adoption, eh bien on arrive dans quelque chose autour de, à horizon 5 ans, donc aux alentours de 2030, hein, à une valorisation qui serait autour, selon la loi de Metcalfe, des 1 million de dollars. Voilà, donc aujourd'hui, je rappelle, ça a baissé récemment, on était un peu plus de 100 000 $, il n'y a pas longtemps, on est maintenant aux alentours des 80 000 $, mais voilà, on envisage, hein, selon ces hypothèses, une prolongation de la performance. Donc j'ai dit précédemment 70% par an depuis 10 ans, ça c'est pour les 10 dernières années, mais selon cette loi de Metcalfe, on peut penser que les prochaines années vont encore être très intéressantes, hein, puisqu'on peut penser qu'on va avoir une continuité dans l'adoption de Bitcoin, qu'on va avoir de plus en plus d'utilisateurs, 500 millions plus aujourd'hui, et peut-être 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, comme ce qu'on observe sur le réseau Internet aujourd'hui. Pierre, il y a combien de clients chez Paymium et c'est quoi le ticket moyen? C'est des petites sommes? Alors, on est autour de 250 000 clients chez Paymium. 250 000 clients. Voilà. Sur la France essentiellement? Oui, 80% sur la France. Et il y a, j'ai pas en tête le ticket moyen, mais l'investissement qu'on recommande, c'est au fil de l'eau, comme disait, on a parlé de dollar cost averaging, pour lisser cette volatilité qui est quand même importante sur cet actif, hein. La tendance est haussière, on fait 70% par an depuis 10 ans, comme l'expliquait Thierry, mais il y a des hauts et des bas. Oui. Là, par exemple, on est dans un bas, donc le timing de cette conférence est parfait, parce que c'est dans ce genre de période, c'est dans ce genre de période qu'il faut acheter, plutôt que quand on en parle à la télé, c'est qu'il y a un plus haut et c'est pas forcément le meilleur moment. Donc la meilleure stratégie d'investissement, c'est quand même d'en prendre un petit peu chaque mois, par exemple, ou chaque semaine. Et c'est ce qu'on propose chez Paymium. Du coup, j'ai un peu de mal à répondre à ta question, mais il y a des gens qui mettent 100, 500 € à chaque fois. Périodiquement, quoi. Voilà, périodiquement, typiquement, plusieurs centaines d'euros par mois, si c'est l'épargne qu'ils peuvent mettre de côté. Merci beaucoup, Pierre. Valentin, alors c'est quoi Capital B ? Alors bonjour à tous, donc je suis Valentin Kozanovic, directeur adjoint de la stratégie Bitcoin chez Capital B. Donc Capital B, anciennement de Blockchain Group, c'est une société qui historiquement a une vingtaine d'années d'expérience dans la data intelligence et dans le développement informatique. Et en novembre 2024, eh bien, la société s'est posé une question extrêmement simple, mais aux réponses ô combien complexes, qui est quel est l'actif qui me permettrait le mieux de gérer ma trésorerie dans l'espace et dans le temps ?
Et donc pour comprendre la réponse que l'on a trouvée à cette question, l'important c'est de comprendre le Bitcoin. Alors le Bitcoin, on a 1000 façons de l'expliquer, de manière extrêmement technique, extrêmement financière, voire philosophique. Moi j'aime bien l'expliquer, expliquer la thèse d'investissement de manière extrêmement simple, et on peut la décrire en 5 mots. Premier, c'est digital. Le Bitcoin est digital. Alors l'euro, on peut l'échanger de manière tout à fait digitale, en faisant des virements bancaires, vous le faites tous, c'est très facile à faire. Bon, l'or, c'est un peu plus compliqué, à moins que vous ayez un cargo à votre disposition qui puisse transporter d'un bout à l'autre du globe vos lingots d'or. Bon, on a tout ça. Voilà, tout ça sous la main, bon, effectivement c'est plus compliqué. Bon, Bitcoin, c'est un actif qui est nativement digital. Ce sont des lignes de code. C'est un échange de transactions, un échange de valeurs qui est totalement digitalisé et qui est régi, dont les règles sont régies par le code. Bitcoin, il est auditable. L'or, l'euro, commençons par l'euro. L'euro, on peut l'emmener effectivement en banque pour vérifier si l'euro que je détiens est bien un vrai euro ou pas, donc passe encore. L'or, jusqu'à preuve du contraire, le seul moyen de vérifier si le lingot d'or que vous détenez est un vrai ou pas, c'est de le faire fondre. La Banque centrale, la Banque de France n'a jamais audité ses réserves d'or, et je vous mets au défi d'aller voir le gouverneur de la Banque de France et de leur dire les cocos, ça fait quelques centaines d'années que vos lingots d'or vont de main en main, il s'agirait de les faire fondre. Le Bitcoin n'a pas ce problème, puisqu'il est effectivement auditable via sa technologie, la technologie de rupture, la blockchain, qui permet à chacun d'entre nous, pour peu qu'il dispose du logiciel Bitcoin sur son ordinateur, d'auditer l'ensemble des transactions, l'ensemble des échanges de Bitcoin, et de certifier qu'un Bitcoin est bien égal à un Bitcoin. Bitcoin est pair à pair. L'euro peut s'échanger de manière tout à fait pair à pair dans sa forme physique, les billets, un peu moins dans sa forme dématérialisée, puisque effectivement on passe par un intermédiaire. L'or, là aussi, pour toutes les raisons que j'exprimais, le pair à pair est compliqué. Bitcoin est de nature pair à pair, puisqu'il est régi par des lignes de code, et les échanges sont aussi régis par des lignes de code. On a juste besoin d'une clé publique et d'un mode de transaction pour effectivement effectuer les paiements d'un bout à l'autre. Là où Bitcoin amène son innovation, et ce pourquoi on l'a choisi comme réserve de valeur, c'est sa décentralisation. On l'a évoqué avant, l'euro, le dollar, et on l'a vu durant les différentes crises financières, son émission est régie de manière arbitraire par un groupe de personnes qui peut se compter sur les doigts de plusieurs mains, qui sont les gouverneurs de banques centrales. Par ailleurs, les gouverneurs de banque centrale, quand on vous dit que le mandat c'est de maintenir une inflation à au moins 2%, pour le petit porteur, en fait, c'est de dévaluer l'argent que vous avez sur votre compte en banque de 2% par an. J'ai connu mieux comme proposition de valeur. L'or, n'a pas les mêmes problèmes de décentralisation, mais effectivement est dans les mains de certains mineurs qui en maîtrisent l'émission. Le Bitcoin, par nature, est tout à fait décentralisé. Enfin, Bitcoin, et c'est peut-être la plus grande proposition de valeur, est rare, avec une rareté absolue à 21 millions. L'euro, le dollar, je le disais, peut être imprimé de manière tout à fait incontrôlée par les États. D'ailleurs, depuis 2020, on a environ 20 à 30% de la supply monétaire mondiale qui a été produite. Je rappelle qu'en 1930, un dollar pouvait servir à acheter 5 tablettes de chocolat. Aujourd'hui, un dollar, je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui peut vous vendre ne serait-ce qu'un espresso. Et je ne crois pas que les tablettes de chocolat soient devenues incommensurablement plus difficiles à produire aujourd'hui qu'en 1930. Et donc c'est effectivement la cause de la dévaluation monétaire. L'or, c'est une formidable réserve de valeur de rareté. On sait que l'or est rare, qu'il y a une quantité finie. Maintenant, on ne sait pas combien il y a d'or sur Terre, déjà, et on a une supply qui augmente d'environ 1 à 3% par an. Et bien Bitcoin est maintenu à 21 millions par des lignes de code. Son émission est divisée par 2 tous les 4 ans, de manière tout à fait mathématique, soutenue par le code et soutenue par un réseau distribué, décentralisé, de mineurs qui peuvent être à la fois effectivement des grandes entreprises qui détiennent ce qu'on appelle des fermes de minage, et ou des individus comme vous et moi qui run un nœud, ce qu'on appelle un nœud Bitcoin, sur son desktop. Et donc, fort de ces conclusions, on s'est rendu compte, Capital B, que
l'euro, c'est un formidable actif pour transmettre ma valeur dans l'espace, hein, ça, pas de souci. En revanche, dans le temps, c'est plus complexe. On s'est tourné vers l'or, on s'est dit, ben, en fait, l'or, c'est un super actif pour transmettre ma valeur, ma trésorerie dans le temps, hein, c'est super. La transmettre dans l'espace, un peu moins. Et donc, Bitcoin est apparu comme l'actif le plus performant pour transmettre la valeur à la fois dans l'espace et dans le temps. Et donc, on a lancé en novembre 24 la stratégie de Bitcoin Treasury Company, qui là aussi est extrêmement simple. L'objectif du Bitcoin Treasury Company, c'est d'acquérir le plus de Bitcoin possible, le plus rapidement possible, et de la manière la plus relative possible pour les actionnaires. Alors quand on dit relative, l'explication est simple. L'indicateur fondationnel des Bitcoin Treasury Company, c'est ce qu'on appelle le Bitcoin Yield, c'est l'augmentation du nombre de Bitcoin par action, c'est-à-dire l'exposition pour une action donnée au Bitcoin. Je m'explique. Au début de l'année 2025, une action Capital B, à l'époque de Blockchain Group, exposait à 41 sats. Alors un sat, c'est un 100 millionième de Bitcoin, c'est l'équivalent des centimes de Bitcoin. Donc un détenteur d'action était exposé à 41 sats. Aujourd'hui, hein, un détenteur d'action Capital B, pour une même action, sans rien faire, est exposé à 721 sats pour cette même action. Et donc l'objectif de Capital B, eh bien, c'est de lever des capitaux via des opérations d'equity, hein, de capitaux, et de dette, avec notamment un produit que nous avons introduit de convertible BTC, donc dont la dette est dénominée en BTC, pour acquérir du Bitcoin et augmenter perpétuellement le nombre de Bitcoin par action au fil du temps. Et c'est effectivement la fondation de la société et de la stratégie de trésorerie de Capital B aujourd'hui. Alors, niveau piratage informatique, c'est toujours possible, effectivement, mais ce qu'on a appelé l'hygiène numérique, c'est vrai que c'est tout un apprentissage pour mettre, par exemple, ce qu'on appelle un deuxième facteur d'authentification sur vos comptes, que ce soit compte courrier électronique ou compte sur une plateforme Bitcoin comme Paymium. Chez Paymium, on encourage tous nos clients, évidemment, à mettre un deuxième facteur d'authentification, c'est-à-dire, en gros, votre téléphone, quand vous êtes devant votre PC, ou voilà. Donc, il y a un deuxième code à rentrer au-delà du mot de passe. Utiliser des mots de passe forts, pas réutiliser les mots de passe, etc. Mais globalement, il y a tout un travail d'éducation à faire sur la cybersécurité qui reste à faire. Je veux dire, nous, Paymium, on ne peut pas instruire toute la France sur la cybersécurité. Je pense qu'il y a un vrai enjeu, aussi bien donc sur la cybersécurité que sur les systèmes monétaires. Les systèmes monétaires, on est effectivement en insécurité avec le monopole monétaire, et c'est un autre sujet d'éducation. Nous, on focalise sur ce sujet-là. Sur la sécurité, encore une fois, c'est plutôt des recommandations pratiques. Deuxième facteur d'authentification, ça c'est essentiel. Et puis, voilà, essayez de diversifier aussi vos adresses mail et vos mots de passe, et surtout utiliser des mots de passe forts aussi, hein. Bon, tout ça, c'est encore une fois de l'hygiène numérique. Après, il y a la sécurité physique. Je voudrais en dire un mot parce que j'ai été confronté au problème, pour ceux qui ont suivi l'actualité de ce secteur. Et ça, c'est effectivement un problème qui dépasse largement les cryptos, parce qu'aujourd'hui, il y a des bijoutiers qui se font braquer. C'est pas juste les cryptos, en fait, c'est tous les gens qui ont un peu d'argent, hein, globalement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, un agent des impôts qui peut être corrompu pour quelques centaines d'euros. C'est un pléonasme, ça, non? Oui, qui peut être corrompu pour quelques centaines d'euros et donner vos informations à un réseau criminel. Donc, à partir du moment où vous êtes dans cette situation-là, vous êtes échec et mat du point de vue de la sécurité. C'est-à-dire que tout peut arriver, hein. Donc, et l'autre volet, c'est dire, puisque c'est comme ça, je vais me protéger, je vais m'acheter une arme, etc. Je vais m'entraîner au tir. Vous voyez un peu, on n'est plus dans la France qu'on a connue, parce que vous avez sans doute, on est de la même génération, et on est plutôt dans ce qu'on appelait, nous, quand on était enfant, le Far West, hein, effectivement. Donc ça, c'est un vrai sujet, mais qui dépasse largement la crypto. Et voilà, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, mais je pense qu'on s'est compris. Tu as bien connu le problème. Qui veut réagir sur cette problématique de sécurité? C'est la première question, je crois que c'est une des principales aujourd'hui.
Peut-être. Ah, vous êtes 7 quand même. Peut-être. Alors, je voulais juste rajouter une petite précision sur la sécurité. C'est un point qui est extrêmement important. Donc, Pierre a répondu sous un aspect, c'est-à-dire le fait d'accéder à une plateforme comme Paymium, les moyens de sécuriser. Après, peut-être que on parle d'un actif, le Bitcoin qui est digital, donc qui se trouve sur la blockchain. Et pour imager, en fait, il faut comprendre ce réseau comme une succession de coffres-forts. Et vos Bitcoins, en fait, ou les parties de Bitcoin que vous détenez, sont dans ces coffres-forts numériques. Et pour y accéder, en fait, il faut avoir une clé chiffrée. Ces coffres-forts, il est démontré mathématiquement qu'ils sont inviolables. Donc personne à votre place peut ouvrir ces coffres-forts et voler tout ou partie des bitcoins que vous détenez. En revanche, pour y accéder, il faut ces fameuses clés chiffrées et que soit vous la détenez en propre, auquel cas il est très important que vous la sécurisiez, et donc c'est de votre responsabilité. Ou alors, si comment on peut la sécuriser ? Après, comment on peut la sécuriser, c'est un vaste sujet, j'ai envie de dire, parce que effectivement, elle ne doit pas être mise, par exemple, accessible sur votre ordinateur, puisque votre ordinateur peut être piraté, donc il faut la mettre. Si on le dit à sa femme, hop, on divorce, c'est perdu. Par exemple. Donc, on peut la mettre sur un bout de papier, parce que ça, au moins, vous savez, vous avez caché votre bout de papier, mais il ne faut pas que le bout de papier, je sais pas moi, soit chez vous et puis qu'il y ait un incendie et que ça disparaisse. Donc, il faut réfléchir. C'est un sujet qui est pas évident. Et l'autre alternative, qui est l'alternative en fait utilisée par 95% des détenteurs de Bitcoin. En fait, ils passent par des intermédiaires comme Paymium. Et chez Paymium, nous, c'est un des services. Un tiers de confiance. Pierre évoquait le fait qu'on propose aux clients d'acheter et de vendre, mais on propose surtout de sécuriser et de détenir ces fameuses clés au nom du client. Donc, c'est nous qui gérons les clés. Ça, c'est rassurant. Quand même. Voilà. Et donc là, on a nos systèmes qui sont... ça fait 15 ans que Paymium existe et voilà, on n'a pas eu de problème par rapport à ça. Mais c'est un point qui est important, la sécurité. Donc, les bitcoins ne peuvent pas vous les voler, sauf si on vous vole votre clé. Et donc, c'est important de savoir où se trouve la clé. Est-ce que c'est vous qui la détenez ou est-ce que c'est un intermédiaire comme Paymium ou je ne sais qui d'autre ? Grégory, il est où Grégory ? Oui, tu as certainement plein d'anecdotes sur ce sujet, non ? Oui, c'est une question classique qu'on pose. Oui, c'est une question classique. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Pas le retour. Je posais la question à une banque récemment qui... Quelle banque ? La banque de Lubac, par exemple, qui propose de l'investissement. Petite banque indépendante. Ouais. Qui propose de l'investissement crypto en règle générale. Et en fait, eux, ils prêchent pour leur paroisse, mais, je suis plutôt d'accord avec eux pour la solution vraiment la plus sécurisée pour conserver ces cryptos et que toujours elles soient, que vous soyez les seuls à avoir le contrôle dessus. En fait, le super mot de passe, la suite de mots ou la clé privée, bref, vous l'inscrivez sur un bout de papier et vous la mettez dans un coffre de banque. Ouais. Et au final, à l'ancienne. Oui, voilà, à l'ancienne, mais les meilleures recettes, ça fonctionne parfois. C'est aussi ma recommandation. Chez Paymium, c'est ce qu'on recommande. Voilà. Finalement, en fait, moi, j'entends jamais autour de moi des gens qui se font pirater des bitcoins. En revanche, comme je vous l'ai dit, nous, on a des hôtels. Et récemment, on s'est fait, ça nous arrive assez régulièrement, qu'il y ait des clients qui réservent des chambres par des principes bancaires de vente à distance. Et on a l'hôtelier ensuite avec des chambres qui sont annulables. On a l'hôtelier, il demande un remboursement, il y a l'hôtelier qui lui rembourse, et ensuite il arrive à récupérer son argent parce qu'en fait une vente à distance, on arrive à récupérer son argent parce qu'on n'est pas passé par des doubles codes, les Face ID, etc. Donc en fait, par le biais de la monnaie fiat, il y a énormément d'arnaques, et puis après on en connaît plein avec les piratages des fonds. Non, on va le proposer très prochainement. Donc là, je parle sous le contrôle de notre directrice générale, Laetitia, qui est ici. Ludovic, notre directeur marketing. On est en train de travailler sur l'ouverture à d'autres cryptos. On propose déjà ETH, Ethereum que vous avez cité. Mais on reste convaincu, surtout pour commencer, que Bitcoin est la meilleure porte d'entrée dans ce domaine. Après, si vous avez acheté du Solana, si vous avez acheté du Ethereum, c'est aussi parce qu'il y a des équipes derrière qui font la promotion de ces systèmes. Vous remarquerez que sur Bitcoin, il n'y en a pas. En fait, il y a nous qui sommes des prestataires et nous, on va proposer tout. On dit simplement à nos clients, regardez bien ce qui est décentralisé. Vous achetez ces monnaies parce qu'elles sont décentralisées, mais s'il y a des équipes de fondateurs derrière, c'est plus vraiment décentralisé. Il peut y avoir des pressions sur ces fondateurs, ils peuvent faire des opérations capitalistiques entre eux. Ce n'est pas possible avec Bitcoin. Donc,
on considère de facto que Bitcoin n'est plus décentralisé et que c'est cette décentralisation, on en a parlé un petit peu avec les intervenants, que c'est cette décentralisation qui fait la valeur de Bitcoin. Donc les autres surfent sur cette vague, si vous voulez, Bitcoin, ils suivent. En fait, ils sont très corrélés, hein, les cours, vous avez remarqué, ils sont très corrélés à la hausse et aussi à la baisse. Et en fait, ils corrigent plus fort qu'ils ne suivent la hausse. Donc c'est pour ça que... Après, vous avez temporairement des super performances. Le problème de ça, c'est que les fondateurs ont des gros stocks de ces monnaies et donc ils peuvent jouer, ils peuvent influencer le cours. On a vu ce qui s'est passé sur l'or. L'or est 10 fois plus gros que Bitcoin et pourtant on a vu la grosse volatilité sur l'or. Donc imaginez sur des petites cryptos, c'est encore plus facile de bouger le cours. Donc tout ça nous rend extrêmement circonspects et surtout pour nos clients qui sont moins experts que nous, on se dit surtout n'y allez pas en fait. Par contre, si vous voulez vraiment y aller, c'est possible chez Paymium. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Si je peux rebondir là-dessus, effectivement, rapidement. Alors, la question est intéressante et d'ailleurs, la réponse n'est absolument pas dogmatique puisque, d'un point de vue d'une Treasury Company, hein, on a vu l'émergence d'Ethereum Treasury Companies, de Solana Treasury Companies, même de Dogecoin Treasury Companies. Bon, il faut tout pour faire un monde. Mais la vraie question, c'est de se dire, effectivement, est-ce que l'actif dans lequel j'investis, 1, est rare, 2, est décentralisé, et 3 est conservateur. Bon, rare, encore une fois, hein, Ethereum a une supply qui est inflationniste, hein, effectivement. Solana n'est pas connu non plus pour sa rareté. Bon, Bitcoin est capé à 21 millions. Maintenant, effectivement, Ethereum, Solana sont des formidables outils technologiques hein, pour les smart contracts, pour les applications décentralisées. D'ailleurs, les plus grandes banques mondiales, hein, américaines, font actuellement non seulement des expérimentations, mais des passages à l'échelle sur des solutions de tokenisation qui run notamment sur Ethereum, Solana. Sur les décentralisations, bon, je pense qu'effectivement la démonstration a été faite. Hein. Il n'y a pas de CEO de Bitcoin. Il n'y a pas de préémission de Bitcoin. Hein. Il y a eu une préémission, une ICO d'Ethereum par exemple. Et donc il n'y a pas de doute sur effectivement la capacité ou non à être influencé par un État, un gouvernement ou un super pouvoir centralisé. Et effectivement, le dernier aspect, c'est l'aspect conservateur. Dans quelle mesure on a effectivement la certitude ou en tout cas la confiance qu'on est sur un actif qui est bon, à la fois effectivement dans ses fondamentaux solides, hein, c'est ce que j'expliquais auparavant, mais aussi adopté par les institutions. Et ce que l'on voit aujourd'hui, hein, et aujourd'hui plus que jamais, hein, on voit effectivement les variations du prix du Bitcoin, mais ce que l'on voit aussi, c'est des banques majeures hein, comme BlackRock, Morgan Stanley, JP Morgan, qui développent tous, alors on l'a dit, hein, des ETF, mais aussi des produits structurés sur le Bitcoin. Et donc on est sur un actif, le Bitcoin, qui s'institutionnalise de plus en plus. Alors, ça ne veut pas dire se centralise de plus en plus, hein, puisque l'actif de nature est décentralisé, mais cela implique une couche supplémentaire au-dessus du Bitcoin, un réseau supplémentaire au-dessus du Bitcoin qui mimique un petit peu l'idéal de ce que d'ailleurs décrivait Hal Finney, dont beaucoup soupçonnent qu'il peut ou est potentiellement Satoshi, et qui évoquait effectivement le concept déjà hein, dans les forums de Bitcoiners de Bitcoin Bank, et effectivement c'est un futur que je vois tout à fait. En fait, effectivement, hein, c'est pour ça qu'on parle là de mettre du Bitcoin dans une allocation d'actifs, dans une holding patrimoniale, parce que le holding patrimonial est plutôt sur du long terme. Dans la trésorerie d'entreprise, c'est un petit peu différent. Donc les deux personnes autour de moi vous ont expliqué leur business model hein, qui est très très spécifique, qui est lié autour du Bitcoin. Alors, Bitcoin et immobilier et que Bitcoin, mais c'est très spécifique. Pour une société, je dirais, traditionnelle, le Bitcoin est un actif, hein, je n'ai pas insisté dessus, mais qui est quand même très volatile sur le court terme. Et donc, la recommandation d'investissement est plutôt à horizon 3 ans, ce qui est rarement une maturité de trésorerie d'entreprise. Hein. J'ai pitché une trésorerie d'entreprise d'un grand groupe français pas plus tard qu'hier, et il nous disait que nous, on gérait à 3 mois, 6 mois. Hein. Donc, évidemment, le Bitcoin n'est pas adapté pour ce genre de cas de figure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur 3 ans, ça n'a jamais perdu. Et encore une fois, la volatilité, elle s'explique pour plein de raisons sur le court terme, mais la tendance de fond, on n'a pas la chance d'avoir le graphique du Bitcoin depuis son origine, mais si vous voyez le graphique, la tendance elle est claire, hein, et que à la hausse depuis 15 ans, mais avec des variations sur le court terme qui peuvent être très violentes.
Alors, la manière la plus pure de le faire, c'est de devenir une Bitcoin Treasury Company, c'est-à-dire d'acquérir vous-même du BTC, alors avec vos excédents de trésorerie et ou avec des produits financiers, donc des émissions d'equity ou de dette, et de détenir du BTC dans vos trésoreries sans intention de le vendre. Bon, maintenant, effectivement, si le pas à franchir et la marche est trop haute, bon, il y a des solutions alternatives, de s'exposer à ce qu'on appelle indirectement, alors à la fois des ETF, donc des instruments qui suivent le cours du Bitcoin, la plupart des grandes sociétés américaines sont auprès de fonds de gestion qui effectivement prônent cette allocation d'actifs. Et il y a effectivement, en France, désolé d'être prosélyte, mais effectivement la possibilité aussi d'investir dans des sociétés qui amplifient le Bitcoin comme Capital B, et Capital B est effectivement inscrit au PEA, c'est-à-dire qu'effectivement avec les avantages fiscaux qui sont liés, et donc qui permettent à la fois une exposition indirecte au Bitcoin, c'est-à-dire une exposition sans en détenir, mais aussi un pari d'exposition amplifiée, puisque je le disais, effectivement, la stratégie de Bitcoin Treasury Company vise, pour la détention d'une action, à augmenter l'exposition au Bitcoin au fil du temps. Juste peut-être en complément sur les 3 solutions qui viennent d'être évoquées par Valentin. Le Bitcoin en direct, c'est ce qu'il y a de plus pur quand vous l'achetez sur une plateforme telle que Premium. Donc ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, il ne va pas dans votre assurance vie, il ne va pas dans un PEA. Voilà. Il est vraiment logé dans une structure très particulière, un compte chez Premium ou un compte que vous détenez en propre. Donc c'est le plus pur, mais il est moins facile à utiliser. Vous avez ensuite le tracker, donc qui est un produit financier qui est un peu moins pur, puisqu'il y a un intermédiaire en plus, mais vous pouvez le loger dans certaines, pas dans le PEA non plus, mais dans certaines enveloppes fiscales. Et puis la troisième solution, un peu moins pure, celle de passer par une société type Bitcoin Treasury Company, donc Capital B, où là, c'est un peu moins pur que le Bitcoin en direct, mais par contre, au-delà du levier, c'est une action qui est cotée en bourse, et là, pour le coup, vous pouvez la mettre partout comme une action traditionnelle, comme vos actions LVMH ou Total Energy. Donc voilà, c'est un peu ça les 3 qu'il faut avoir en tête. Le Bitcoin en direct, les trackers, donc des fonds, ou des actions très exposées au Bitcoin comme Capital B. Pierre, une réaction, et puis synthèse et conclusion de cette super conférence, et des idées forces à retenir. Alors, je ne sais pas s'il y a une conclusion, parce que c'est plus on a essayé d'ouvrir des portes, des pistes de réflexion pour chacun en fonction de sa situation, en fonction de sa perception du risque, y compris celui de la sécurité qu'on a évoqué. Ma recommandation, effectivement, ça reste que c'est un investissement Bitcoin qui est extrêmement performant sur les 10 dernières années et même sur les 5 dernières années. Si vous avez un horizon de temps, comme on vient de l'a dit déjà, de 3 à 4 ans, c'est vraiment l'idéal, parce que là, vous allez avoir vraiment du rendement avec un risque de perte en capital qui aujourd'hui, je peux le dire, est quand même très faible par rapport à ce qu'il a pu être. Donc voilà, c'est une opportunité, comme on le dit parfois, la chance, c'est l'opportunité qui rencontre la préparation. Donc l'opportunité existe, ce soir on a fait un peu de préparation, et comme ça vous pourrez dire dans 10 ans, quand le Bitcoin vaudra 1 million, j'ai eu de la chance, je suis venu au Wine Club en février 2026 et j'ai acheté à 66 000 et aujourd'hui ça vaut 1 million. Voilà, c'est ça qu'on peut espérer et souhaiter de mieux à nos amis qui nous ont fait le plaisir d'être là ce soir.